Bonsoir et merci pour votre présence à cette très belle avant-première du film Laissez-moi avec le distributeur Eurozoom. Et j'accueille sans tarder le réalisateur Maxime Rapaz, accompagné de Jeanne Balibar et de Pierre-Antoine Dubet. C'est là que je dois dire un mot. Alors j'ai écrit un petit texte, parce que ça fait 3 semaines que je fais des avant-premières en France et j'ai toujours pas pris le pli. Donc, merci beaucoup à l'UGC Odéon de nous accueillir ce soir pour l'avant-première parisienne. Je suis très heureux. Merci beaucoup Camille Jonot, notre productrice en France, et à toute l'équipe de Pariso Productions. J'ai une petite pensée pour mes producteurs en Suisse et en Belgique. Merci à notre distributrice Amel Lacombe et à toute sa fabuleuse équipe de Eurozoom. Je pense à Hélène, Alba et Vincent qui m'ont accompagné ces dernières semaines sur les avant-premières en France et qui ont eu le courage de supporter mes petites angoisses. Voilà. Je remercie également Rachel Bouillon, notre attachée de presse. Je tiens à remercier l'Acide pour son immense soutien et tous les autres partenaires. Merci beaucoup à toute l'incroyable équipe qui m'a entouré pour ce premier long métrage. Et je voudrais nommer les gens qui sont parmi nous ce soir. Il y a Caroline Detournay qui est la chef monteuse et son assistant Alexis Dupuis. Il y a Antoine Botson, le compositeur. Il y a Jean-Daniel Pillot qui dirige Trafic, un endroit merveilleux où on a eu la chance de faire le montage. Il y a Jacques Comet qui a été un conseiller hors pair pour le montage. Voilà. Et merci aux interprètes. Évidemment, un immense merci à Jeanne Balibar pour sa confiance et pour m'avoir offert la plus sublime des Claudines. Merci à Pierre-Antoine Dubet pour son superbe investissement dans le rôle de Baptiste. Et je voudrais remercier aussi Adrien Savigny et Martin Reinhardt et Gianfranco Podiguet qui sont là ce soir aussi et qui font partie du casting. Je remercie tous les autres et voilà, je peux lâcher mon petit papier pour la dernière phrase qui ne doit pas être trop compliquée. Je vous remercie d'être là ce soir. Je vous souhaite une bonne projection et puis on se verra plus tard pour une petite discussion. Et voilà, je vous laisse la parole. Si vous avez envie. Hein, Bon, écoute, moi je sais pas ce que tu en penses Pierre-Antoine, mais je suggère qu'on vous souhaite une bonne projection, voilà, ouais. Et puis comment on doit revenir après, voilà, et on remerciera Maxime très longuement après le film. À tout à l'heure. Pendant que ce générique défile, on verra à la toute fin, pour moi, ce qui est un personnage central du film, évidemment, c'est le décor. Moi, je connaissais personnellement pas ce barrage, mais qui est magnifique, qui est la colonne vertébrale du film. Est-ce que c'est un élément fondateur de ce scénario, ou est-ce que c'est la figure maternelle que vous avez voulu interroger? Qu'est-ce qui a démarré ce projet? Ça va aller. Si c'est le barrage, la figure maternelle. Non, alors d'abord, le point de départ, c'est une photo que j'avais prise dans ce petit train de montagne que je prenais quand j'étais petit pour aller à la montagne. C'était une femme qui était assise tout devant, qui était très bien coiffée, très élégante. Et puis nous, on était en famille avec les autres randonneurs et je me suis toujours demandé, mais c'était qui cette femme? Et c'était un peu le point de départ du projet.
qui est cette femme, est-ce qu'elle habite en bas, en haut, entre les deux. Voilà. Dans tous mes projets, j'ai questionné le rapport entre un fils et la mère. C'était toujours le fils, le personnage principal, et pour ce film, j'avais vraiment envie de faire le portrait d'une femme. Et le barrage, il est intervenu plus loin dans le processus. Je savais, de par cette photo et le début du projet, que c'était un film de montagne, et j'ai voulu m'installer dans un endroit pour écrire, et je suis arrivé à cet hôtel que je connaissais déjà par ailleurs. Et en écrivant, le barrage s'est un peu imposé à moi, parce que, évidemment, toute cette force symbolique de cette retenue d'eau, de ce qu'il fallait faire exploser, et puis c'est un peu comme ça que le barrage est intervenu dans l'histoire. Voilà. On peut faire peut-être un petit coup de chapeau à la personne qui est à l'image. Je sais pas s'il est Non, il n'est pas là, il s'appelle Benoît Dervaux, il est belge et suisse, et c'était génial de travailler avec lui. Et je le remercie infiniment, parce qu'on a vraiment... Lui, c'est pas forcément les films qu'il fait, il est surtout connu pour les films des frères Dardenne, avec caméra à l'épaule. Et pour lui, c'était aussi un immense challenge de relever ce défi d'une caméra sur pied, des plans assez structurés. Et j'ai senti son enthousiasme qui m'a vraiment aussi porté dans le processus de création. Et quand on fait un premier film, on a aussi très peur du chef opérateur quand même, parce qu'il a un pouvoir qui peut être très bien, qui peut être un pouvoir de nuisance. Enfin, c'est un peu des termes un peu forts, hein, mais on a toujours peur de se faire voler son idée ou ses envies. Et puis lui, il est tellement super que j'avais le droit d'avoir des doutes. Enfin bref, je pouvais exposer ma fragilité de réalisateur d'un premier film, et il a toujours été hyper à l'écoute pour essayer de comprendre exactement ce que je voulais. Et c'était super, parce qu'aussi ces décors qui sont tellement beaux, aussi enfin, je ne veux pas me lancer des fleurs, hein, c'est le décor. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a vraiment essayé de trouver une manière de rendre les paysages signifiants. Parce qu'ils pourraient être juste bucoliques et juste là et juste beaux. Et on a vraiment essayé de trouver des textures, des couleurs, des rapports dans le cadre qui aient une signification par rapport au parcours du personnage. Voilà. Et alors le choix de l'incarnation de ces personnages, le choix du casting, comment s'est-il opéré? Jeanne Balibar, je lui avais proposé, elle dit qu'elle ne se souvient pas, mais je lui avais proposé un rôle dans un court-métrage il y a quelques années. Ça, c'était pas fait. Et là, en écrivant le scénario, j'avais pas une actrice précise en tête, mais il y avait Jeanne Balibar toujours dans un coin de ma tête, évidemment. Et ces dialogues que j'ai voulu mettre en place, cette façon non naturaliste de parler. Aussi, c'est un film où il n'y a pas de vraie intrigue. L'intrigue à proprement parler, c'est Claudine. Et à partir de là, j'avais vraiment envie de travailler avec une actrice qui sache incarner ce personnage sous toutes ses facettes. De la retenue à quelque chose de beaucoup plus expressionniste. De réussir à jouer cette femme mère courage, cette amante plus incandescente. Et voilà, j'avais proposé le scénario à l'agent de Jeanne, on s'est vu pour un café. Et puis ça s'est bien passé. Enfin, tu as accepté. Voilà. C'est Jeanne qui va nous dire si ça s'est bien passé. Ah oui, ça s'est très très bien passé. Mais avant de se rencontrer pour un café, j'avais lu le scénario, me semble-t-il. Oui, bien sûr. Que j'avais trouvé très 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 beau. Je trouvais que le rôle évidemment était très passionnant. Le fait qu'il s'agisse dans ce film d'interpréter à la fois ce que c'est que d'être une mère et puis ce que c'est que d'être autre chose qu'une mère, pas forcément juste l'aspect sexuel, mais tout ce qui est, comme le titre de ce film de Woody Allen, une autre femme. Donc ça m'avait tout de suite énormément excitée et attirée. Et il me semble aussi que la première fois qu'on s'est vu, Maxime, mais j'ai un peu des doutes là-dessus parce que j'ai un peu la mémoire qui flanche, on a tout de suite parlé du fait que c'était un film qui venait après Jeanne Dielman. Enfin, il me semble que je l'avais perçu à la première lecture du scénario et qu'on en a tout de suite parlé. Et je trouvais ça très intéressant parce que je trouvais que c'était très visible dans le scénario que c'était un film qui dialoguait avec Jeanne Dielman. Je sais jamais s'il faut dire Jeanne Dielman ou Jeanne Dielman.
Et je trouvais que c'était très excitant à faire, d'autant plus excitant que comme le scénario prenait ça en charge, moi ça me permettait comme actrice de dialoguer avec Delphine Seyrig en m'en éloignant en fait. Et j'ai fait une interview là hier où on m'a posé cette question. Et alors le journaliste m'a dit donc par rapport à la fin de Jeanne Dielman qui est vraiment sinistre, cette fin-là elle est comment? Alors j'ai dit bah elle est ouverte. Et il m'a dit aussi mais le paysage, puisque vous parlez du paysage, le paysage est si vaste, etc. Elle est plus libre. Donc j'ai dit bah la prison est plus grande et la fin est ouverte. Voilà, c'est la différence entre 1975 et 2025. Voilà. Enfin, il me semblait que c'était assez intéressant ça dans le film et je crois qu'on a eu là-dessus un dialogue parfois on s'est bien marré quand même, tous les deux, ensemble. Et le fait de situer l'action du film en 1997, comme on le voit là, pourquoi ce choix en fait? Pourquoi ne pas le situer maintenant ou... Je peux répondre brièvement à cette question et peut-être revenir au casting après. Le choix des années 97, c'était pas conduit par la mort de Lady Di, c'était avant tout pour éviter la question des téléphones portables, parce que j'avais vraiment envie d'une histoire entre guillemets romanesque où on prenne le train pour se rencontrer. Et c'était aussi un choix esthétique, je sais pas, les costumes, les décors, les voitures, bref, tout simple quoi. Et pour revenir au casting, Adrien Savigny, qui a joué dans mes 2 courts-métrages en tant que rôle principal. Et voilà, le rôle de Nathan, il est court à l'écran, mais il est essentiel. Et c'est pour ça que j'avais envie de travailler avec Adrien, parce que je pense qu'en 2 secondes, il nous marque. Et voilà. Et par rapport à Pierre-Antoine, il avait joué un petit rôle dans mon dernier court-métrage qui s'appelait Tendresse. Et voilà, j'ai tout de suite été amoureux de son regard et de son visage. Et pour le rôle de Baptiste, j'avais directement pensé à lui. Et voilà, il y a toute une question de la préparation pour ce rôle de composition, évidemment. Et je suis très content de ton travail. Je ne sais pas si tu veux en dire 2 mots. Ouais. Eh bien, quand Maxime m'a proposé le rôle, c'est vrai que j'étais assez surpris parce qu'il m'a dit qu'il avait pensé à moi. Et très vite, on s'est rencontrés avec la production, les producteurs suisses. Et pour préparer ce rôle, j'ai d'abord travaillé pendant 6 mois en immersion dans des institutions spécialisées, avec des personnes en situation de handicap, avec le corps médical. Parce qu'il faut savoir que dans le scénario, c'est pas très précis, c'est pas écrit exactement la condition de Baptiste. Donc on a lu le scénario avec des personnes en situation de handicap, avec des médecins, et on a posé un diagnostic. Et on a passé beaucoup de temps en atelier. Et ensuite, Maxime est revenu dans la boucle et on a fait beaucoup d'improvisation. Donc oui, c'était prenant, quoi. C'était 6 mois de ma vie avant d'arriver au premier jour de tournage avec Jeanne. Merci. Mais ce qui était très impressionnant dans ce que Pierre-Antoine a fait, c'est que moi, en tant que partenaire, je n'ai jamais senti qu'il y avait toute cette préparation. Je veux dire, en tant qu'actrice, je suis capable de mesurer la part de technique, de préparation qu'il y a évidemment pour transformer Pierre-Antoine en Baptiste, mais au moment de tourner, dans chaque scène, je n'ai jamais eu l'impression d'être face à quelqu'un qui faisait quelque chose de technique. Et je pense que c'est très difficile à faire, ça. Quand vous disiez que la fin est ouverte, qu'est-ce qu'on se dit alors c'est un petit peu tôt parce que le film sort demain et que se projeter sur une suite, est-ce que c'est d'office quelque chose qu'on peut se dire ou non? Si moi je veux faire la suite de Claudine. Claudine à l'école. Voilà. Non, en tout cas c'est sûr que j'avais envie d'une fin de film ouverte. Pour
moi, le film commence à la fin pour Claudine, si on veut. Hein. Il y a tout un film avant, mais j'aimais bien cette fin ouverte. Par contre, pour moi, ça ne signifie pas que je vais raconter la suite. Mais j'ai très envie de faire un prochain film, évidemment. Ouais. Pour celui-ci, voilà, justement, je voudrais passer le micro parce que moi je l'ai vu, mais il n'y a pas que moi qui l'ai vu. Donc à chaud, est-ce qu'il y a des réactions en salle? Bonsoir, bravo. Je vous vois entre Michel et Claudine, il est volontaire ou le vouvoiement? Ah, oui, oui. Jusqu'à la fin, non, évidemment, mais pourquoi? C'était une période où j'étais plongé dans la littérature alpine du début du siècle. Et non, mais c'est un peu ça. Hein. Et j'avais envie que les gens se vous voient. J'avais envie d'un amour avec une certaine distance et d'un monde où on parle pas comme aujourd'hui. Alors après, je vais pas vous cacher qu'à un moment, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un moment, il faut quand même qu'ils se tutoient là. Et j'ai écrit une version où il y avait un certain point où ils se tutoyaient, et puis en fait, j'aimais pas du tout. Et voilà, j'ai pas vraiment d'autres réponses hyper profondes à apporter à cette question-là. Mais j'avais envie qu'ils se vous voient. Ouais. Ouais. Tout le monde est resté, personne ne parle. Voilà, ils n'ont pas trop le choix. Hein. Bravo à tous, hein, vraiment c'est incroyable, la musique, tout, l'interprétation, la maîtrise, je sais pas, pour un premier film je trouve ça magnifique. Du coup j'ai une question, la thématique du second c'est quoi? Ça m'intéresse, vos obsessions du moment. Quand on accouche d'un premier film, on fait quoi après? Qu'est-ce qu'on pense? Surtout quand il est réussi comme ça. Voilà. Là j'ai envie de pleurer quoi. Non, je sais pas. Le prochain, ça sera sur la question du suicide assisté, qui se pratique beaucoup en Suisse. Voilà, avec une histoire d'amour un peu contraire, on va dire, entre quelqu'un qui découvre l'amour et quelqu'un qui a déjà décidé de mourir, si on veut. Voilà. Comme ça, voilà. Mais ça va être bien, j'espère. Et j'en profite parce que vous avez parlé de la musique, et peut-être qu'on pourrait donner aussi la parole à Antoine Botson, qui a fait la musique du film. Yeah. Il y a Caroline de Tournai à côté qui a fait le montage. Et peut-être qu'on pourrait discuter je sais pas, à un certain moment du montage, on a demandé des musiques à Antoine pour pouvoir monter des séquences. Oui. Et après, on est revenu vers Antoine pour demander de la musique à l'image près. Enfin, peut-être ce dialogue entre la musique et le montage qui peut être intéressant. Je t'en prie, vas-y. Ça a été énorme avec Antoine. On lui a proposé au moins... Il nous a proposé au moins une quarantaine de musiques parce qu'on avait plein de... Il y avait toujours le thème qui était à l'intérieur du film, mais il y avait des variations. Ah pardon. Ouais. C'était la scène. Mais c'est bien, c'est musique aussi. Mais donc voilà, avec Maxime, on lui a proposé du hautbois, on lui a proposé différentes matières et textures pour travailler sur justement ce qu'il avait déjà travaillé auparavant pendant le tournage. Et toujours garder cette mélodie, mais aussi approfondir et amplifier et décupler justement cet amour et cette liberté que Claudine a. Et voilà, Antoine était avec nous, il nous a envoyé, je sais pas, une quarantaine de morceaux, c'était infini. Et j'étais très impressionné. Et il était très présent, très, très à côté de nous, et ça c'était un privilège. Ah, et t'as supporté tous mes... À toi, Antoine. Ouais, non, c'est normal, je pense que pour un premier aussi, comme tu disais, tu savais pas exactement où tu voulais aller, musicalement parlant, hormis le thème qui a été composé en amont, effectivement, du tournage, parce qu'un personnage doit le jouer.
Donc effectivement, ce thème-là a été composé en amont. Après, on est passé par énormément de chemins. J'ai proposé effectivement beaucoup de choses, des musiques beaucoup plus arrangées. Le hautbois, des parlais, intonations, voilà, on était en train de chercher des choses qui collaient à Claudine. Des arrangements beaucoup plus fournis, avec des violons, etc. On est passé par une direction au synthé aussi. Peut-être, ça a peut-être même démarré là. Et puis après, on est passé au bois violon. Puis après, finalement, on a décidé de réduire et d'aller à l'essentiel avec le piano. Et on a finalement gardé uniquement le piano. Et je pense que ça fait le pendant avec le personnage de Claudine. C'est subtil, c'est fin, c'est épuré. Et je pense que les directions qu'on avait prises en amont étaient trop chargées. Et c'est ça qui ne fonctionnait pas, à mon avis, en tout cas. C'est un peu comme le processus du montage qu'on a eu, où au fur et à mesure du montage, on a toujours resserré sur Claudine. Oui, parce qu'on était dans quelque chose où on voulait coller aux années 80-90, mais en même temps, on avait des musiques des années 80-90. Donc on voulait aller au-delà, et on voulait écrire la musique de Claudine aussi. Et c'est ça que Antoine a écrit, et que tu as écrit auparavant, pendant le tournage aussi. Et c'est ça qui était incroyable, quoi. Et que Antoine a décliné aussi. La musique de la fin est magnifique, quoi. Tu vois, enfin, pour moi, personnellement. C'est très intéressant. Je prends encore la parole. J'ai une petite question par rapport à l'improvisation. Vous parliez de vos chefs opérateurs, vous dites que c'est quelqu'un qui est toujours caméra épaule. Là, effectivement, on voit qu'il y a c'est une maîtrise incroyable. Genre, vraiment, on va dire c'est photographique. Chaque plan, tout est pensé. Les scènes de nu, j'ai été très impressionnée. Je n'avais jamais vu un regard comme ça. Les scènes d'amour, c'était assez intime, très intense, doux. Bravo l'interprétation, bien sûr, mais je trouvais que vraiment la caméra était posée d'une manière assez surprenante. Donc ma question arrive, laissez-vous place à l'improvisation? Pas trop, mais bon, moi, comme vous pouvez le sentir depuis quelques instants, je suis pas quelqu'un qui a une méga confiance à exprimer mon avis devant une audience ou un public. Et pareil au travail, j'aime bien que les choses soient un peu dans mon contrôle. Et tout était assez préparé à l'avance en fait, avec le chef opérateur. Après, il y a toujours la confrontation. Moi, j'avais découpé les scènes avant même d'avoir les décors. J'avais besoin de me rassurer. Donc une fois qu'il y a le décor et les repérages techniques avec le chef opérateur, moi, comme j'avais déjà mon idée en tête, j'étais ouvert à d'autres idées. Si j'avais pas eu mes idées, j'aurais dit non, je veux mes idées. C'est un peu flou ce que je dis, mais le fait que j'ai déjà mon avis me permettait de m'ouvrir à l'avis du chef opérateur, et du coup, c'est un dialogue hyper constructif où on voyait que des fois, après il y a la première assistante qui dit non, il faudrait peut-être enlever un plan parce que le planning, tout ça. Du coup, j'étais ouvert à ce genre de discussions avec le chef opérateur et la script. On trouvait des solutions. On était vraiment un quatuor. Ils étaient hyper bienveillants. C'était génial comme premier film avec cette équipe. Et j'étais hyper ouvert aux idées du découpage de la script et du chef opérateur. Et pour autant, tout était assez déjà décidé en avance, quoi. Donc en termes d'improvisation, c'était plutôt des ajustements qui se faisaient sur le tournage. Ouais. Enfin, moi, je foutais un coup de pied dans ta fourmilière à chaque prise. C'est vrai. Ce qui était très agréable. Elle a le droit. Ouais. Non, mais c'était ça aussi qui était agréable, c'est que je sentais que le travail préparatoire de Maxime était très très au cordeau, et donc pour moi c'était un plaisir de l'emmerder systématiquement à chaque prise. Et je sentais qu'il était content de ça, quoi. Voilà. Donc il y avait quand même une part d'improvisation. Libar pour rien aussi. C'est un film qui est écrit de manière assez sèche et directive, et il fallait quelqu'un qui puisse, avec ce cadre-là, donner beaucoup plus. Et ça faisait partie du jeu entre nous aussi, que systématiquement je proposais le contraire de ce que tu avais prévu, en gros, quoi. Et c'était bien ça. C'était génial. Le résultat est là. Et pour le montage aussi.
Bonsoir. Merci beaucoup, c'était super. Moi, j'ai une question sur justement plus le début, c'est-à-dire la partie où on voit Claudine aller dans l'hôtel, rencontrer des hommes, etc., etc. Quand on voit le gars anglais, finalement, il dit excusez-moi, et puis elle se casse. Et à ce moment-là, ma première interprétation, ça a été ah, en fait, là, elle vient, c'est pas elle qui a fait le pas vers lui, c'est lui qui a fait le pas vers elle, et ça l'emmerde parce que du coup, elle n'est pas dans le même rapport au contrôle là-dessus. Sauf qu'après, Michael, tu vois, prononciation un peu étrange, arrive lui aussi et puis paye son verre. Et donc en soi, elle n'a pas non plus le contrôle. Et, donc voilà, c'est une question un peu générale sur comment est-ce que vous avez conceptualisé ou incarné justement ce rapport à ces escapades sexuelles dans ce truc à la fois de reprise de contrôle et en même temps de mise en vulnérabilité. Maxime. Disons que, en fait, moi, quand j'ai lu le scénario, je me suis sentie tout de suite très très proche de ce personnage. À ceci près que personnellement, je ne drague pas de cette manière. Et que, alors ça, pour le coup, par contre, ce type de comportement m'est très étranger. Tout à l'heure, à midi, j'étais à France Inter et c'était l'émission de Nagui, donc il y a des humoristes et il y a une humoriste qui a fait un truc sur Tinder. Et pour vous dire à quel point c'est loin de moi, c'est la première fois depuis 1 an et demi qu'on a tourné ce film que je me suis dit, ouais, mais en fait, il y a un peu un truc Tinder là-dedans. Ça m'était jamais venu à l'esprit jusqu'à aujourd'hui. Je suis pas du tout sûre d'être en train de répondre à votre question. Donc en fait, à vrai dire, je ne me suis pas du tout posé la question de savoir si elle voulait contrôler l'affaire ou pas, et si ça impliquait de penser quelque chose en amont là-dessus. J'ai pris chaque situation avec chaque homme dans chaque scène du scénario concrètement, sans m'interroger sur la psychologie du personnage en fait. Mais bon, il faut dire aussi que ça fait partie de ce que moi j'aime dans le fait de jouer au cinéma, c'est de ne pas se poser de questions en fait, et juste de se dire ok, concrètement qu'est-ce qui se passe, il y a quelqu'un qui vient vers toi ou c'est toi qui vas vers cet autre acteur, etc. Et qu'est-ce qui est amusant à faire dans cette situation. Amusant, ça peut évidemment dire aussi intéressant pour moi ou sensible, mais je me suis pas posé cette question en fait. C'est très très filandreux cette réponse. Non, la question était un peu filandreuse. Mais... Non, pas du tout filandreuse. Non, je trouve pas. Non. En tout cas, les scènes, comme Jeanne l'a dit, c'était écrit de manière assez concrète. Donc, moi, j'aimais bien écrire ce genre de situation concrète où chacun peut se raconter son histoire, en fait. On peut se dire, mais pourquoi elle veut pas avec cet Anglais? Est-ce que c'est parce qu'il a l'air peut-être homosexuel? Est-ce que c'est parce qu'il lui plaît pas? Est-ce que c'est lui qui a fait le premier pas, du coup, ça la saoule? Et du coup, elle va voir le mec à carreau que Nathan n'aimait pas. Ouais, c'était des petites... Voilà. Après, chacun peut se dire un peu ce qu'il veut. Et si j'ai bien compris la suite de la réponse, c'est pourquoi à ce moment-là, elle veut pas se laisser faire et pourquoi elle se laisse faire alors avec le suivant qui lui offre un verre. Ça, le trouve plus beau, voilà. Je pense. Ouais. Non. Bonsoir, bravo à tous. Donc je continue pour Adam Balibar. Voilà, bravo, vraiment j'étais très très touchée par votre jeu. Voilà, quelle grâce, vraiment. Et du coup ça m'intéresse beaucoup comment vous avez travaillé ou en amont ou pas en amont justement. Et peut-être par rapport aux scènes comme la jeune fille qui va perdre sa maman. Moi, je trouvais cette scène très touchante et vraiment, c'est totalement avec ce que vous proposiez. Je pleure avant que vous pleuriez. Enfin, on sent vraiment la vérité de l'émotion qui vient. Est-ce que vous les préparez en amont? Quelles sont vos accroches qu'est-ce que vous avez envie de partager sur votre travail en amont? Voilà, si vous avez envie. En fait, je travaille jamais en amont, à vrai dire. Je veux dire, je travaille.
pas consciemment en amont, parce que je pense qu'à partir du moment où on a lu un texte, etc., c'est là, il y a des éléments qui infusent et tout ça, mais je me souviens que... Alors en fait maintenant, je me souviens plus si c'est... Enfin, pardon, ça va être très ridicule cette phrase, mais je me souviens plus, je crois que c'est une interview que j'ai lue de Michel Piccoli, où il disait... oui, c'est ça. Quand j'étais jeune actrice, j'ai lu une interview de Michel Piccoli où il disait en fait, moi, je veux surtout pas lire le scénario. Jamais. Parce que je ne veux pas savoir si l'actrice qui est en face de moi, c'est ma femme, ma mère, ma fille ou ma maîtresse. Parce que si je le sais, je vais jouer des clichés de ce que je m'imagine être la relation avec ma mère, ma femme, ma fille ou ma maîtresse. Tandis que si je ne le sais absolument pas, je vais juste jouer comment je réagis à cette personne et à ce qu'elle me dit et à l'endroit dans lequel on est. Alors, j'avais lu cette interview que j'avais trouvée formidable pour ma paresse naturelle. Et j'avais aussi lu une interview de Bulogier où elle disait au cinéma, c'est pas la peine de préparer, c'est pas la peine d'apprendre rien. En fait, il suffit de s'asseoir à côté de la bonne personne et le talent rentre par capillarité. Et je m'étais dit aussi, oh, merveilleux cette théorie. Donc en mettant les deux bout à bout, je ne travaille jamais en amont. Ce qui permet aussi d'accepter, d'accueillir la personne d'Adrien, la personne de Pierre-Antoine, la personne de Martin, de Gianfranco, c'est-à-dire l'endroit où l'autre vous emmène. Et alors, parce que je ne suis pas en reste d'une citation, Truffaut dit aussi qu'il faut tourner contre le scénario, monter contre le tournage, etc. Et je pense que la manière de tourner contre le scénario, c'est de faire comme si on ne l'avait pas lu, en fait. Et ce qu'évidemment il faut, parce que je n'ai pas le courage de Piccoli, qui est carrément de pas lire du tout. Et puis aussi peut-être que lui, étant un mâle blanc du XXe siècle, il pouvait se permettre de dire à un réalisateur excuse-moi, mais j'ai pas lu ton scénario. Moi, je suis plus polie, j'ai une bonne éducation de fille. Et donc, je me sens pas autorisée à dire à un cinéaste excuse-moi, mais j'ai pas lu ton scénario parce que je pense que c'est mieux. Donc, voilà, mais... je sais pas si c'est la réponse à votre question. Merci, c'est parfait comme réponse. Et du coup, il faut prendre des cafés avec vous, parce que la grâce, c'est peut-être contagieux. Des cafés des cafés. Ah oui. Déjà, bravo à vous tous. Il y a une scène qui m'a particulièrement marquée, celle où par moment on pense que Claudine va abandonner son fils pour aller suivre son amant. Est-ce qu'on aurait pu imaginer Claudine faire ça? Est-ce qu'en tout cas la question s'est posée à un moment quand vous étiez en train d'écrire le script, tout simplement? Pour moi, le terme d'abandon, il est un peu fort. Disons pour moi, c'est plutôt le parcours d'une femme qui prépare la suite. Enfin, c'est juste un petit mot comme ça, hein, parce qu'elle le place dans un institut parce qu'elle sait, en gros, ça va être des termes un peu forts, mais qu'elle va mourir un jour et qu'il faut bien que la relation d'interdépendance, elle cesse. Et par rapport à la question de savoir si j'avais envisagé dans une version du scénario qu'elle parte avec son amant. C'est ça. Est-ce que la question s'est posée à un moment? Évidemment qu'elle s'est posée, mais je l'ai assez vite balayée. Pour plusieurs raisons. Déjà, j'avais envie que ce soit une femme qui, à la fin, ait pu avoir l'opportunité de se retrouver face à elle-même toute seule. Pour moi, c'était ce chemin-là qu'il fallait qu'elle parcourt. Et c'est une femme qui a vécu dans, entre guillemets, le sacrifice pour s'occuper de son fils. Elle a rencontré cet homme, c'est une passion, mais est-ce que ça justifie le fait qu'elle, de nouveau, en plus un homme qu'elle ne connaît pas vraiment, en fait, cet homme, hein, est-ce que ça justifie le fait qu'elle abandonne tout, entre guillemets, pour partir avec lui et de nouveau être dans une forme de dépendance? Je sais pas, j'avais envie de construire ce parcours, cette femme, elle se retrouve à la fin, à la fois dans la douleur et la libération, mais dans le fait d'être face à elle-même, toute seule. D'accord. Et donc elle prend plutôt appui sur cette histoire d'amour pour avoir le courage de s'émanciper de son fils, si on veut.
Bonsoir. Bravo à vous quatre, c'était magnifique. Merci pour cette sublime performance, Jeanne Baluard. On est un peu bouche bée. J'ai l'impression de voir un film féministe aussi. On est en 2024, après il y a eu beaucoup de grabuge en début d'année. Et je trouve que ce film, bon, il a été tourné je crois il y a 2 ans, arrive merveilleusement bien sur la vision d'un homme sur le corps des femmes. Et voilà, c'est... juste je rebondis sur... tout à l'heure vous parliez de l'âge de Claudine. Quel âge a-t-elle dans le film? Autour de la cinquantaine. Autour de la cinquantaine, d'accord. C'est encore jeune. J'ai pas peut-être de jugement là-dessus. Non, c'est un âge qui m'intéresse parce qu'on sait que ce qui va venir est plus court que ce qui a déjà été vécu. Et forcément, les enjeux sont pas les mêmes. Bien sûr. Malheureusement non, 30 ans d'Alzheimer en perspective. Et je termine juste, c'est très très beau le regard que vous avez sur Jeanne Baluard, mais c'est le regard qu'ont les personnages, les amants, sur cette femme. Ils sont tous très tendres avec Claudine. On n'a pas... voilà. Non, c'est un... Bravo à tous les quatre. Merci. Merci. Très bien. Moi, j'aurais peut-être, alors je ne sais pas si c'est la dernière question, mais une question sur le décor de l'hôtel. En fait, est-ce que cet hôtel où du coup on a un espace énorme à l'extérieur et l'austérité un peu de ses chambres, est-ce que ça c'est un décor construit ou c'est l'hôtel qui est vraiment comme ça? Alors, en fait, c'est un hôtel qui a été construit pour loger les ouvriers qui ont construit le barrage dans les années 50. Et ils l'ont transformé en hôtel. Déjà, les ouvriers l'avaient appelé le Ritz, pour rigoler. Et après, ils l'ont transformé en hôtel, ils ont gardé le nom. Et C'était pour se moquer. C'était pour se moquer. Les ingénieurs qui habitaient l'hôtel et les ouvriers logeaient dans les baraques en Voilà. bois. Ouais. Et je crois bien que Ils ont mis les... combien de temps à faire le barrage? Ils ont mis combien de temps à faire le barrage? Oh là là. Là, pour savoir ça, il faut regarder le tout premier court-métrage de Jean-Luc Godard Sur la construction du barrage. sur la construction du barrage, ouais. Parce qu'il a un passé de cinéma, ce barrage. Le premier film de Godard et de James Bond. Et nous. Bravo. Et j'arrive. Désolée, je reprends la parole. À quel point votre intime a nourri ce film et le personnage féminin central? Voilà. Je voudrais juste savoir cette frontière, si c'est pas trop en discret. Bah, c'est intime en tout cas. Carrément, mais c'est un peu... Non, alors après, bah, c'est un peu ce que je réponds des fois. C'est pas une adaptation d'un roman ou voilà, c'est une histoire que j'ai imaginée. Donc à partir de là, elle vient de moi. Donc tous les éléments qu'on voit, c'est une transformation des propres éléments que j'ai pu vivre dans ma vie. Et j'en profite aussi pour dire 2 mots, c'est que j'ai collaboré au scénario avec 2 femmes, Florence Sévos, qui est une écrivaine française, et Marion Vernoux, réalisatrice. Florence, c'était au début, Marion, c'était à la fin du processus. Elles n'ont pas écrit, mais on a eu des heures et des heures de discussion. Et voilà, tout ça pour dire que le fait de m'entourer de 2 femmes qui ont la cinquantaine, c'était pas anodin pour essayer de décrire au plus juste ce personnage de Claudine. Désolée. Hein. Je rebondis. Vous dites que vous avez des heures de conversation, mais on est d'accord que initialement vous aviez votre sujet. C'est-à-dire qu'elles vous ont nourri peut-être sur des détails, mais vous aviez ce personnage-là. Cette obsession, en fait. Oui. De cette femme. Et bien la question c'est pourquoi cette obsession de cette femme? Ouais, je ne vais pas le... Voilà. Voilà. Mais bon, je vous sens... Voilà, je ne vais pas le demander. Merci. Je pourrais faire une phrase générique du style tous les homosexuels ont un problème avec leur mère. Je ne l'ai pas dite. Non, c'est toutes sortes de figures m'ont nourri, que ce soit des films de Douglas Sirk, sur les femmes de 50 ans, sur la route de Madison, des bouquins que j'ai lus. En fait, c'est un mélange de plein de choses et
Bah voilà. J'en ai déjà trop dit. Rendez-vous demain en salle, et ce week-end, Printemps du cinéma. Donc vos réseaux fonctionnent. Ne laissez pas vos réseaux ne pas parler de laissez-moi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je te rends ta super.